Une fessée n'a jamais fait de mal. Faux. Un enfant comprend mieux sa bêtise grâce à la punition. Faux. Un enfant qui fait un caprice est un enfant mal éduqué. Faux. Les violences éducatives ordinaires sont interdites par la loi depuis 2019. Vrai. Tu as déjà puni ton enfant ? Non, Tu es laxiste alors. pas du tout. Faut-il punir ou non son enfant ? Quel est le meilleur compromis à trouver en tant que parent ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Laurie. Bonjour. Bonjour Laurie. Alors déjà tu m'apprends une chose, c'est que les violences éducatives ordinaires sont interdites par la loi depuis 2019. Voilà, tout à fait. Alors c'est assez récent encore. On est un des derniers pays à interdire maintenant les violences éducatives. L'un des derniers pays ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, des pays européens, je l'entends bien. Voilà, donc au début, on avait les droits, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été établie en 89, mais qui était assez vaste, c'est-à-dire un enfant a le droit à l'éducation, a le droit au respect, voilà, ça regroupait un peu plein de choses. Ensuite, on a commencé à parler justement de la fessée en 2016, il y a eu un gros débat qui a été lancé là-dessus. Ouais. Donc une première loi a été établie pour interdire la fessée, donc le châtiment corporel, même si, selon les sondages, 70% des Français étaient contre cette loi quand même. Donc Ouais, je me rappelle. Voilà, on Ouais. voit bien qu'en France, quand même, cette croyance, ce châtiment est encore bien accroché. Et là, donc récemment, en 2019, la loi est passée donc, sur les violences, on appelle ça maintenant les violences éducatives ordinaires. Ça va regrouper les violences physiques, donc d'où les châtiments corporels. Donc on n'est plus que sur de la fessée, on va être sur de la gifle par exemple, voilà, les coups de ceinture, tout ça, même ce qu'il y avait, certaines générations, même peut-être encore le connaissent, comme le martinet. Voilà, c'était vraiment l'outil éducatif de l'époque. Donc les violences éducatives vont regrouper les violences physiques, mais aussi les violences morales, psychiques, et les violences verbales. Donc tout ce qui va être insulte et humiliation. Voilà. Donc, Je me rappelle d'ailleurs avoir vu oui. passer une trend sur les réseaux sociaux à un moment, Oui. quand tu parles d'humiliation par rapport aux enfants, qui était très choquante. Oui. Oui, il y en a tout le temps. Hein, donc, Ouais. Bon, enfin, c'est... il y en a souvent, oui. Oui, mais oui. Mais bon, là-dessus, ça serait encore un gros débat. Certes. Alors, pourquoi punit-on ? Pourquoi il y a ce besoin chez beaucoup de parents de punir finalement ? Eh bien, comme j'ai commencé à en parler, déjà, il y a la croyance. Il y a la croyance il faut punir pour éduquer. Et puis, c'est quelque chose qui se fait, qui remonte à très longtemps. C'est historique. Vraiment, le châtiment, et c'est quelque chose vraiment qui est inscrit dans l'histoire. On a vu toute une évolution là-dessus. Donc il y a ça, il y a une question d'habitude, il y a une question d'éducation aussi. C'est difficile en tant que parent de remettre en question notre principe éducatif et même de remettre en question notre enfance finalement. Donc on fonctionne, c'est normal de fonctionner par habitude. Donc c'est pour ça qu'on va continuer de punir. Mais aussi parce que des fois malheureusement il y a un manque d'information. Ensuite ça peut être aussi, il faut savoir que le petit enfant dérange. L'enfant et l'adulte, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. L'un qui est très bruyant, qui est agité, qui parle fort, qui rit, qui bouge. Et puis l'autre qui a besoin de plus de calme, qui est plus réfléchi. Voilà, sans dire qui est l'un et qui est l'autre, je pense que là, tout le monde fait vite le rapprochement. Oui, celui qui bouge, qui rit, qui est bruyant, c'est l'enfant. Des fois, c'est l'adulte aussi. Hein. Des fois, ça peut être l'adulte aussi. On a des moments où, justement, forcément, on est lié aussi à notre enfance. Donc, heureusement qu'on garde... il faut garder une petite part d'enfance en nous. Donc, mais sinon, de règle générale, on aime notre calme à un moment donné. Voilà. Et c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Donc, forcément, ça crée des frictions. Quand on se comprend pas trop, finalement. Voilà un petit peu pourquoi rapidement on peut punir. Et puis aussi après on peut punir parce que le parent, là on va rentrer plus de manière individuelle, le parent, ça peut être un parent anxieux qui a du mal à gérer ses émotions et en débordement et là on rentre justement
dans des dérives dans les punitions. Pourtant, il y a beaucoup de parents qui pensent bien faire en punissant leur enfant. Tout à fait, mais les 3/4, ne serait-ce que même presque la majorité. Souvent la phrase c'est mais pourtant je dis à mon enfant, ce que j'entends, hein, je dis à mon enfant que je punis pour son bien. Alors, et là ça me fait toujours un petit peu sourire parce que, ok, donc on fait du mal pour faire du bien. Clairement dans notre cerveau c'est ce qui se passe. C'est-à-dire j'ai le droit, l'enfant va comprendre, j'ai le droit de faire du mal pour faire du bien. Et là, dans la psychologie, ce qu'on va appeler, c'est carrément une position sadique. Alors ça peut choquer parce que c'est en psychologie, dans la vie, en société, c'est pas la même définition. Mais quelque part, faire du mal pour le bien, c'est une position sadique. Parce que quand tu dis ça, j'ai pas connu ça personnellement, mais on a l'image des parents ou de certains grands-parents qui ont le martinet à la maison, qui attendent pour les enfants qui sont de passage. Il y avait encore ça il y a pas très longtemps. Mais ça existe même encore, même encore. Et puis ça diffère selon les cultures, les croyances, la religion, l'histoire. Ça touche tous les domaines. Alors comment faire ? Comment faire pour mettre un cadre à son enfant sans punition entre guillemets ? Alors déjà il faut comprendre un petit peu à quel stade se trouve notre enfant. Parce que le parent aussi, qu'est-ce qu'il veut par la punition ? Pourquoi il veut punir ? Justement, si je reviens un tout petit peu en arrière, quand on dit c'est pour son bien, c'est pour l'éduquer. Il y a cette croyance-là de pouvoir l'éduquer, c'est-à-dire lui apprendre les règles de la vie pour que plus tard, ça soit plus facile pour lui, qu'il comprenne certaines choses et que ça soit plus facile pour lui pour s'intégrer dans la société. Donc ça veut dire qu'on veut donc lui apprendre certaines choses et pour ça on le fait selon l'étape de notre enfant en fait, selon son âge et selon sa compréhension aussi des choses. Donc un enfant avant 5 ans, il ne faut pas oublier qu'au niveau de son cerveau, eh bien, il n'est pas du tout encore mature. C'est vraiment le cerveau limbique, émotionnel, archaïque qui réagit. Il n'y a pas encore vraiment d'échange avec le côté raisonnement. Voilà, c'est le cortex préfrontal qui permet de rentrer en raisonnement. Et jusqu'à l'âge de 5 ans, il n'y a pas vraiment de communication. C'est très primaire. Ça commence à peine à s'installer. C'est à force de répéter que là, les circuits vont se renforcer et que l'enfant va comprendre et pouvoir rentrer en raisonnement. Donc, un enfant avant 5 ans, n'est que émotion, n'est que réaction. Et on voit bien que dans les réactions, il n'y va pas à moitié. Il est triste, il pleure et il fait bien comprendre. Pareil pour tout type d'émotion. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre ça. Donc si un enfant n'a pas de raisonnement, ça veut dire que déjà, quand vous lui présentez une règle, on va commencer à présenter des règles à son enfant, même assez tôt des fois. C'est-à-dire que je vois même des parents qui sont en galère complète parce qu'ils veulent ne serait-ce que changer la couche à leur enfant, et leur enfant en profite parce qu'il a envie, il a envie de jouer, de bouger, c'est un enfant. Donc il veut se retourner et continuer de galoper, et les parents sont désespérants. Mais mon enfant ne comprend pas qu'il va rester sur le dos le temps que je lui change la couche. Donc même là, c'est une première règle, c'est la base finalement des règles qu'on veut apprendre à nos enfants. Qu'il y a des moments où stop, on doit arrêter finalement ce moment en jeu, ce qu'on était en train de faire, pour faire autre chose, et ça c'est tout le long finalement de l'enfance, hein. Même nous à l'âge adulte on l'apprend encore. Donc la solution pratique c'est quoi ? C'est de lui expliquer, Alors oui, verbaliser déjà, c'est de commencer à verbaliser, alors quelle que soit la tranche d'âge. Déjà, si on commence à l'âge, donc avant 5 ans, verbaliser, toujours. Faire une transition en douceur, parce que c'est assez brutal. Un enfant, il est vraiment dans l'instant présent. Quand il joue, c'est pareil. Il joue, il est absorbé, il est dans son jeu. Il a besoin, à chaque fois qu'il va changer, soit de jeu ou d'activité ou d'étape, finalement, il faut un moment de transition. Donc, c'est-à-dire prendre son enfant, le prendre, c'est-à-dire, allez, on va changer la couche. Le prendre, le poser sur la table à manger. Pas trop de moments de transition. Là, il faut vraiment, on peut commencer à verbaliser, lui expliquer, lui dire tiens,
tu peux garder ton jouet, le temps de l'occuper par exemple sur la table allongée, voilà. Donc là c'est avec le tout petit enfant, hein. Un enfant même de 2 ans, alors ce que j'entends aussi souvent, ça va être, mon enfant me teste, il me regarde, il va jeter le truc par terre alors que je lui ai dit non. Non, il teste pas, il n'a pas de raisonnement. L'enfant n'a pas de raisonnement, il teste pas. Il est en train de regarder la réaction que vous avez, et il cherche à comprendre Ce qui se passe. ce qui se passe. Et pourquoi vous réagissez comme ça? Les tests, c'est plus tard, quand il est plus âgé. Oui, voilà. Voilà. Là, quand il vous teste, c'est plus à partir de la préadolescence. Voilà, on va en venir de toute façon. Voilà, donc non, l'enfant ne teste pas, il cherche à comprendre ce qui se passe et pourquoi. Il comprend pas pourquoi il doit pas jeter non plus. Enfin, lui, ça l'éclate. Et puis de voir le truc revenir ou pas. Et il cherche vraiment à comprendre la réaction. Pour lui, tout est nouveau, tout est neuf, donc c'est vraiment une curiosité surdéveloppée et c'est très bien. C'est ça qui va forger les circuits neuronaux. C'est à force de répéter les choses, à force de les reproduire, de les refaire, que ça se renforce au niveau du cerveau et qui finissent par comprendre et ensuite ils vont avoir accès au raisonnement. Ok. Parce que au niveau explicatif, il y a beaucoup de parents qui disent au contraire, je lui expliquerai plus tard, quand il sera en âge de comprendre. Il y en a énormément qui disent ça. Oui. Pensent ça, oui. Bien sûr, tout à fait. Ça aussi, ça fait partie des croyances et on pense bien faire. On pense souvent, le parent, quand on lui demande de développer un petit peu plus le pourquoi vous voulez pas lui dire maintenant, mais c'est pour préserver son enfant. C'est très rare, malheureusement ça existe, hein, des parents mal intentionnés, c'est pour ça, souvent ça fait la une des magazines, mais sinon, dans les parents normalement constitués, dans la grande majorité des cas, c'est pour bien faire. Donc on lui dira plus tard quand il comprendra, ça fait partie des croyances. Voilà, en voulant protéger l'enfant, et non, l'enfant peut comprendre, il faut juste adapter le vocabulaire, et même si on pense qu'il ne comprend pas, il va quand même à travers vos paroles, et il va ressentir vos émotions. Donc il va comprendre qu'il y a un sujet, finalement, où vous allez être plus triste, plus joyeux, plus en colère. Donc c'est déjà les prémices de quelque chose, et ça il faut bien qu'il apprenne également. Oui. Voilà, donc on n'est pas obligé de tout raconter tout le temps dans tous les détails, ça d'ailleurs je le déconseille à son enfant, mais sans non plus lui cacher la vérité des choses. Alors, on va dire, quand c'est un enfant, par exemple entre 0 et 5 ans, on va nous dire, c'est facile. Tu lui expliques, tu hausses un peu le ton peut-être des fois si vraiment il n'écoute pas du tout, mais quand il est ado et qu'il est grossier par exemple, comment on va faire? Alors, même si je reprends ta question, c'est facile. Oui et non, parce que on entend souvent parler du terrible tout. Alors, il n'y a pas de phase où l'enfant est plus terrible à un moment donné qu'un autre, en fait. Parce que des fois, entre parents, c'est pas qu'on se tire la bourre, mais il y a toujours ce truc de « Ah, mais toi, il est bébé, tu verras, plus tard, ça sera plus dur. Ah, mais toi, il a 5 ans, tu verras quand il sera pré-ado. Ah, mais tu verras, maintenant, il est ado, c'est encore plus dur. » Chaque fois, il y a ce truc-là aussi, cette escalade. Oui, mais ça, parce qu'on parle selon notre vécu, en fait. C'est parce que la personne en face de nous, elle est en galère totale. Donc, elle veut nous prévenir, elle veut bien faire aussi, et nous prévenir, et tu verras, tu vas jamais t'en sortir. Mais c'est hyper anxiogène aussi, quelque part, nous dire c'est pas fini. Donc, ça peut nourrir une angoisse en nous, et de se dire, ah ben alors, il faut que je serre encore plus les vis, alors. Parce que sinon, ça va être encore plus terrible. Et c'est là où on rentre dans un cercle vicieux. Moi, je sais qu'on m'a comme ça presque nourri des angoisses en me disant, tu vas voir, là, ça va. Quand ton enfant quand il est bébé, c'est facile. Non, là, c'est l'entrée à la maternelle, c'est facile aussi. Et au final, c'est pas que c'était facile, mais bon, c'était pas... Il y avait rien de forcément plus dur ou... Voilà, mais ça a été ton expérience. C'est des croyances de certaines personnes, ça. Voilà, mais parce que eux, pour eux, ils l'ont ressenti comme difficile. Donc eux, ils pensent bien faire en te prévenant. Si pour toi, ça a été plus facile, tant mieux. Voilà, mais il y a des personnes encore aujourd'hui, c'est difficile. Voilà, j'ai des enfants de moins de 5 ans. En plus, c'est un âge où il est difficile encore de poser des diagnostics si un enfant a des difficultés. Bien souvent, la majorité des diagnostics, si l'enfant rencontre par exemple un trouble comme le TDAH, quelque chose comme ça,
ça va être posé après 5 ans, justement. Parce qu'une fois que l'enfant rentre dans du raisonnement, on voit un petit peu l'ampleur des dégâts. Finalement, ça permet d'avoir plus de recul. Même si il y a déjà des signes précurseurs, mais on attend que l'enfant évolue un peu pour voir comment il s'adapte, comment il arrive à temporiser le truc, voilà. Donc des fois, des parents sont réellement désespérés, et même des fois chez des enfants un petit peu particuliers, c'est vraiment ceux qui vont rencontrer des troubles, comme des enfants par exemple cyclotimiques, c'est-à-dire des enfants qui partent dans des émotions très fortes, et pourtant c'est des enfants qui ont 7-8 ans, et on dirait qu'ils ont encore 2 ans dans leur... Mais voilà, ça fait partie aussi des troubles. Ils ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions, et ben là, en plus il y a le regard des autres parents, il y a la culpabilité du parent de dire c'est de ma faute, c'est mon éducation, j'ai pas assez serré le cadre, et donc du coup mon enfant ne sait pas se calmer à cause de ça. Voilà, mais ça fait partie encore des fausses croyances, du manque d'informations, et c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Je voudrais te poser une question aussi sur quelque chose qu'on a nous aussi beaucoup entendu en tant que parents, c'est il y a eu cette mode des enfants HPI. Oui. Comment faire, parce que beaucoup de parents finalement se délestent un peu de l'aspect éducatif en disant mon enfant est HPI, c'est trop difficile, je peux rien faire, on m'a dit qu'il était HPI, donc c'est compliqué. C'est ça, bien souvent, HPI ou autre, peu importe, bien souvent quand il y a un diagnostic, alors quand je dis diagnostic, c'est que ça a été fait par un professionnel. C'est-à-dire, on a vu un psychologue qui a fait passer des tests, ou une équipe pédagogique. C'est pas au feeling. Voilà, on diagnostique pas comme ça en disant... Voilà, c'est pas le thérapeute, ou même c'est pas moi. Moi, je suis psychopraticienne. Je ne suis pas là pour poser le diagnostic en disant je pense que vous êtes ceci, que vous êtes cela. Non. Ça, non, parce que sinon, ça colle une étiquette. Alors, bien souvent, ça peut être le soulagement des parents de trouver, du coup, une cause, et ça déculpabilise, forcément, mais du coup on reste bloqué avec cette étiquette-là, et c'est la réponse à tout, finalement. C'est la réponse à tout, et du coup on ne fait plus rien. Et donc il faut faire attention à ça. Donc, ok, quand c'est un enfant qui a moins de 5 ans, mais quand il est plus âgé, comment s'y prendre? Parce que c'est pas la même chose, du coup, au niveau des informations, de la manière de les aborder, etc. Tout à fait. Donc, toujours si on fait par rapport à l'évolution cérébrale de l'enfant, donc il y a une phase entre 5-6 ans et jusqu'à 10-12 ans à peu près. Donc là, l'enfant, ça y est, son cortex commence à se développer de manière plus harmonieuse, renforce ses connexions. On dit que c'est l'âge de raison finalement vers 6 ans, c'est l'âge de raison, et oui, c'est bien dit, parce que justement il accède à ça, mais ça veut pas dire que ça y est, du jour au lendemain il comprend tout, il va anticiper tout, c'est-à-dire que les règles de la maison, ça aussi je l'entends souvent, c'est il sait que tous les soirs à 19h, il faut être en pyjama et avoir mis la table, et pourtant je lui répète tous les jours. Oui, ça reste un enfant. C'est normal, le comportement est normal, ne vous inquiétez pas, ça reste un enfant, il ne peut pas anticiper encore. Vous êtes encore là pour l'aider à anticiper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut utiliser des outils ludiques, soit on peut afficher les règles de la maison. Donc quand on fait des règles courtes, précises, justes, et il ne faut pas qu'elles soient en grande quantité, parce que là, sinon on s'y perd. Voilà, donc déjà on peut garder 3-4 règles de la maison pour alléger son quotidien et commencer à impliquer son enfant d'ailleurs aussi. C'est très important que l'enfant s'implique aussi à la maison, parce qu'il va se rendre utile, il va voir que dans le foyer il a son importance, il n'est pas juste là au milieu des adultes pour jouer ou faire ses devoirs ou machin, non, il a son importance, il a son utilité dans le foyer, et grâce à ça, vous allez commencer à construire son estime. Il va construire son estime de soi. Voilà. Et il peut d'ailleurs commencer dès l'âge de 3 ans. Entre 3 et 5 ans, il y a une bonne
au niveau du cerveau, il y a un coup de boost qui se fait, justement, et on peut en profiter, justement, pour commencer à impliquer l'enfant, ne serait-ce qu'il puisse mettre la table, au moins ses couverts, son verre, ou débarrasser, venir aider à cuisiner, ça se fait à n'importe quel âge. Hein, le faire participer, quoi. Le faire participer. Voilà, justement pour le faire participer aux règles de vie de la maison, pour que l'aider à comprendre pourquoi on fait les choses à ce moment-là, et qu'il voit ce qui se passe derrière le rideau, finalement. Parce que s'il arrive, il met toujours les pieds sous la table, il sait pas ce qui s'est passé derrière. Et oui. Voilà, donc il va pas comprendre l'importance de venir à telle heure pour manger. Voilà, donc déjà, venir l'impliquer et l'aider à se rappeler qu'à ce moment-là, eh bien, hop, il y ait ce moment de transition. Comme quand j'expliquais tout à l'heure la transition quand l'enfant a 2 ans, eh bien, faire pareil, continuer, mais de manière différente, hein, adaptée à son âge du coup, entre 5-6 jusqu'à 10-12 à peu près. Donc vous pouvez, comme je disais, afficher les règles. Vous pouvez aussi utiliser, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est les sortes de... vous avez des timers, des horloges très visuelles. Maintenant, il y a tout un tas de gadgets. Ça, c'est super. Hein. On vit avec de plus en plus de facilité pour nous, les adultes. Mais ça leur plaît en plus, les enfants. Oui, d'appuyer sur les boutons, de régler l'heure, de faire les trucs. C'est ça. Donc, il existe des minuteurs visuels. C'est un décompte qui se fait, hein, comme une horloge. Comme une horloge. Et ils le font de manière assez ludique. Enfin, nous, on en a un avec un arc-en-ciel. Et donc, l'arc-en-ciel décroît et on peut choisir 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 1 heure. Et l'enfant voit ça. Il y a un petit... Soit ça clignote en lumière, soit ça va sonner. Mais on peut dire à l'enfant, il peut comprendre. Parce que quand on lui dit, bon, dans 5 minutes, tu arrêtes. C'est hyper abstrait pour un enfant, 5 minutes. Ouais. La gestion du temps dans le cerveau, déjà c'est difficile pour nous. Le cerveau ne connaît que l'instant présent. Donc pour un enfant, t'imagines bien. Du coup, là, ça permet d'avoir le bip, finalement, qui vous remplace aussi, qui vous soulage. C'est-à-dire, on a mis le décompte, l'enfant peut tout à fait y participer, soit c'est lui qui le met, une petite négociation sur le temps, courte et rapide, et ça c'est parfait pour faire le moment de transition, pour faire le rappel, et pas répéter tous les soirs, c'est l'heure du bain, c'est l'heure de mettre la table, c'est l'heure de ci. Non, quand ça sonne, ils savent ce qui se passe. Voilà, ça fait le petit rappel. Comme l'enfant ne peut pas encore anticiper, ça c'est parfait. Mais on voit vraiment en plus que l'utilisation, ça marche, hein. Dès qu'il y a le bip qui sonne, ça y est, c'est l'heure. Oui. Ça évite quand même, je trouve, de répéter 10 fois les mêmes choses. C'est ça. Et puis ça permet aussi d'éviter aux parents de crier, de se répéter. Parce que moi, ce que j'aime bien dire aux parents, c'est de s'économiser. C'est d'éviter... c'est ce que tout parent veut. Hein. Voilà. Donc éviter de crier, éviter de répéter. Eh bien, on peut utiliser un petit objet de transition qui va faire un petit bip à la place. Et là, hop, on rentre dans le jeu avec l'enfant. C'est « Ah, ça a sonné, qu'est-ce que tu dois faire ?» Voilà, c'est pas « fais ceci », on n'est plus dans l'ordre. Mais on est dans l'action, justement. Donc, et l'enfant va le faire de manière peut-être plus volontiers. Après, s'il dit « Ah ouais, mais j'ai pas fini, il me faut encore 5 minutes. » Là, c'est à vous de voir. Ok, je peux peut-être remettre, ou alors dire, non, écoute, ça a sonné. Là, j'ai vraiment besoin de lui expliquer. J'ai vraiment besoin rentrer dans une explication, mais juste, courte. On se perd pas dans des justificatifs, on évite d'hausser le ton. Tant qu'on reste juste, que les explications seront assez courtes, qu'on s'assure que l'enfant ait compris selon son âge, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, très bien. Et pour l'adolescence, alors comment on procède ? Alors l'adolescence, c'est vrai que c'est une période assez compliquée, parce que là, l'enfant va avoir une réaction d'un enfant de 2 ans, mais avec le vocabulaire de son âge. Donc, il ne faut pas s'étonner, justement, de voir que ses émotions sont chamboulées. Ça donne vraiment l'impression, si vous voulez, ça peut donner un indice, alors ne paniquez pas si je dis ça. L'enfant, comment il a été vers ses 2-3 ans, ça va donner un indice de comment il va aborder son adolescence vers 10-12 ans. Ah ouais. Ça peut donner une idée de son chamboulement émotionnel. Parce que vers 10-12 ans commence le premier chamboulement hormonal qui va donner cette impression-là. Et comme je disais, donc, sauf que là, il a accès à un vocabulaire beaucoup plus riche, voire même trop riche selon les parents. On essaye de garder le cadre, de poser le cadre.
de montrer le respect. Mais on n'oublie pas que le respect, c'est dans les deux sens. Alors ça, des fois, ça pique un peu quand je dis ça. C'est-à-dire que le parent, il ne faut pas qu'il oublie qu'il respecte son enfant pour que l'enfant puisse respecter son parent en retour. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué, et c'est d'arriver à placer le curseur, de ne pas garder un curseur trop rigide entre l'enfant et le parent, mais que les deux arrivent justement à le déplacer ensemble, et vraiment garder à l'esprit que vous recherchez de toute façon tout au long de l'enfance, vous cherchez la coopération avec votre enfant, et non pas une éducation, j'allais dire stricte, mais dans le sens de la rigidité. C'est-à-dire, on pose le cadre, on pose les limites, on s'y tient, surtout ça. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, eh bien, on va pas dire, bon allez, c'est exceptionnel. Oui, mais non, j'ai envie de dire. Voilà, on reste souple, et quand vraiment c'est exceptionnel, on le fait comprendre à l'enfant. En lui disant, d'habitude, en règle générale, c'est vrai que c'est comme ci, c'est comme ça. Là, pour telle raison, pour une fois, on va faire de manière différente. Mais c'est pour une fois. Faut dire pourquoi. Il faut dire pourquoi. De toute façon, en règle générale, il faut toujours prévenir son enfant. Même un enfant plus jeune, il faut par exemple, quand on l'amène dans un magasin, parce que maintenant, les magasins, c'est pas les magasins d'il y a une 50aine d'années en arrière. Il y a énormément de stimulation pour un enfant, de tout âge. Voilà. Et donc, c'est pas que les enfants sont moins bien éduqués qu'avant, c'est que les enfants sont surstimulés par rapport à avant. Donc forcément, ils ont une surproduction d'émotions. C'est pas parce que l'enfant est mal éduqué, non, on réagit en fonction de notre environnement. L'environnement est très stimulant, eh bien on va réagir en fonction. Donc on prévient l'enfant, par exemple, quand on rentre dans un magasin, quand on va faire les boutiques avec son ado, écoute, là j'ai un budget, soit on dit à son enfant, s'il est plus jeune, tu as le droit à une chose, mais ça doit pas, on peut tout à fait lui expliquer, après pareil en fonction de l'âge, ça doit pas par exemple dépasser 5 €. Tu connais le chiffre 5, hein, on lui explique bien. Si tu vois un chiffre qui est plus grand que 5, on peut pas le prendre. Si c'est un chiffre en dessous ou égal à 5, on peut le prendre. Voilà, donc c'est-à-dire on donne les limites à son enfant, mais on peut lui laisser le choix. Voilà, on peut laisser choisir son enfant, mais dans nos limites en tant que parents. Ça sera toujours... C'est une manière, quelque part, stricte, mais à la fois plus de cadrer, simple. Mais tout en laissant le choix, ouais. Oui, parce que le libre arbitre, c'est tellement soulageant. Même nous, dans notre vie quotidienne, quand on nous laisse le choix, on sent qu'on respire mieux quand même. Voilà. C'est ça. Donc, pour l'enfant, c'est pareil. Mais avec son ado, ça va être pareil. Écoute, là, j'ai bien envie qu'on prenne du temps ensemble. C'est-à-dire, c'est très important de prendre du temps ensemble avec son ado, parce qu'on pense que ça y est, son ado, il veut plus de nous, il veut que ses potes. Oui, il veut que ses potes, bien sûr, mais en règle générale, en majorité. Mais il est quand même bien content de rentrer à la maison, de pouvoir se poser dans le canapé avec vous, ou de passer un moment à table, ensemble, et qu'on lui pose la question de comment s'est passée ta journée. Ça, il en a toujours besoin. Donc de prendre un moment, est-ce que ça te dirait un cinéma en famille? Est-ce que, voilà, si on va faire une journée shopping, mais par contre, je te préviens, j'ai un budget de 30 €, on essaye de pas le dépasser, d'accord? Et on se met d'accord avant. Toujours se mettre d'accord avec son enfant, dans les limites qu'on a choisies. Nous, on n'oublie pas de garder le cadre. Voilà. Ouais. Et comme ça, l'enfant qui est en face, il a l'impression de pouvoir faire faussement ce qu'il veut, quelque part, mais aussi pour de vrai, parce qu'il aura pris la décision qu'il aura choisie, donc c'est vachement plus digeste. Et dans le cadre de parents qui ont un adolescent qui est grossier, comment faire? Eh oui, là ça corse un petit peu, voire même beaucoup les choses. Déjà, la punition à l'adolescence, c'est pas du tout considéré par l'ado comment dire, ça va pas être considéré comme un temps qu'il va prendre pour réfléchir. Non, l'ado, pour lui, c'est injuste. C'est complètement injuste, il n'est pas compris.
Voilà, parce que ils ont un pied dans le monde des enfants, mais aussi un pied dans le monde des adultes. Donc ils pensent prendre ses responsabilités d'adultes, mais avec la vision d'un enfant, et voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. Et si donc l'ado commence à être grossier, donc il faut déjà, d'où il tire ça? Est-ce que c'est une habitude que vous avez dans le foyer? Malheureusement, ça existe, hein, ça existe encore. Est-ce que c'est à l'extérieur? Donc quand c'est à l'extérieur quelque part, ça peut être plus facile en disant je sais que tu te comportes de cette manière, vous avez cette habitude de parler comme ça, mais ici je te demande de ne pas le faire. Si c'est à la maison, là ça va être plus compliqué parce que ça va être des habitudes à changer. Je vois beaucoup utilisent les injures pour rigoler. Sauf qu'à un moment donné, pour le cerveau, les mots ont un impact, les mots ont une signification, même si on le donne sur l'intonation de l'humour. Mais pour le cerveau, c'est une injure, ça reste quand même blessant à un moment donné. Donc, si on veut se faire respecter, déjà, c'est se remettre en question, est-ce que je respecte aussi mon ado? Parce que plein de parents, pour rire, vont appeler leur enfant, putain, ah, c'est un petit con, ah, il est nul, enfin voilà, ça va être comme ça, et ça, ça, il faut vraiment arriver à se remettre en question. Je sais que c'est compliqué, c'est pas facile. Souvent, c'est parce que nous-mêmes, on l'a subi dans notre enfance aussi. Et remettre tout ça en question, c'est difficile, j'admets. Donc déjà, arriver à faire cet effort-là, et même si on sait que c'est comme ça, et qu'on a du mal, eh bien l'exprimer à son ado. En disant, c'est vrai que j'ai dit des choses, j'ai une habitude de faire les choses, mais c'est peut-être pas la bonne. Je suis peut-être pas un exemple sur ça. Parce que là, l'ado, il est en train de découvrir nos failles en tant qu'adulte. Quand notre enfant est petit, on est le parent idéal, on est le modèle, il survit grâce à nous. Donc on est sur un piédestal. Sauf que l'ado, il se rend compte qu'on a nos faiblesses, on a nos failles, et là, ça le remet énormément en question. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un rejet complètement du parent en disant mais punaise, en fait tu m'as trompé, t'es bien plus fragile que ce que je pensais. Et donc il peut ressentir de la colère face à nous. Donc ne pas hésiter, forcément je remets là-dessus, la communication. Et quand l'enfant donc nous injurie, c'est de reposer le cadre direct d'entrée, comme je disais, c'est garder le cadre et s'y tenir. C'est-à-dire donc de lui exprimer qu'on ne veut pas qu'il nous parle comme ça, enfin c'est même pas qu'on ne veut pas, c'est même plus que ça. Voilà, et exprimer aussi ce qu'on ressent. Ce n'est pas blâmer l'enfant dans le tu es comme ci, tu es comme ça, toi aussi, enfin voilà, le tu qui tue. Hein. Donc c'est exprimer, quand tu me dis ça, je m'en sens dans cette manière. Okay. Et là, l'enfant, ça va permettre qu'il se remette en question sur un mode plus émotionnel, en disant ah oui, elle se sent comme ça, ou il se sent comme ça. Moi, c'est vrai que, et on peut justement faire travailler toujours les perceptions émotionnelles de notre enfant en lui demandant et toi, comment tu te ressens quand tu me dis ça? C'est de la colère, ok, de la frustration, peut-être que maintenant tu ressens de la honte, mais comment on peut faire, comment tu pourrais l'exprimer d'une autre manière? Est-ce que, alors moi ce que je dis souvent à ma fille, bon elle est encore petite, on n'est pas dans l'adolescence, mais ce que je mets en avant, c'est vraiment, on parle jusqu'à trouver un accord. Je la lâche pas. Voilà, on cherche à se mettre d'accord. Toi tu veux ça, moi je veux pas. Comment on fait alors? Et je l'amène dans la réflexion. Et ça, c'est un travail continu, même jusqu'à l'adolescence. C'est ok, toi tu pensais ça, moi je pense ça, comment on fait? Et on travaille tous les deux. On pense coopération. Voilà. Et à force d'essayer de parler, de rentrer en communication, même si la porte est fermée, hein, si notre ado s'est enfermé dans la chambre et a claqué la porte, eh bien parler à travers la porte, parce que pour l'instant, vous voir est difficile pour lui ou pour elle, parce que forcément, ça ravive les émotions. Même pour vous, ça peut être aussi difficile, donc c'est bien des fois de peut-être pas se voir au début pour parler.
Même en psychanalyse, hein, le patient est couché et le thérapeute est assis derrière. Enfin, le patient ne voit pas le thérapeute parce qu'il n'a pas justement le regard de l'autre posé sur lui et ce sentiment de culpabilité qu'il pourrait ressentir. Voilà. Donc, ne pas hésiter à reposer le cadre de suite et verbaliser. Ok, très bien. Pour résumer, pour conclure, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Alors, déjà, la règle numéro 1, on pense coopération. Ensuite, on essaye, dès le plus jeune âge, de responsabiliser l'enfant, de lui montrer qu'il a son importance au sein du foyer pour qu'il puisse y comprendre les règles. Ensuite, ça va être de poser donc des règles simples, pas nombreuses, justes, qui soient suffisamment compréhensibles, adaptées à son âge aussi. On peut les faire évoluer. Ensuite, ça sera aussi ce qu'on peut faire, donc penser à la transition, au moment de transition. Donc aider l'enfant sur des instants ludiques, soit un affichage, soit comme je disais tout à l'heure, le minuteur visuel. Voilà. Aidez-vous par des petites astuces pour faire cette transition, même si votre enfant a 7 ans, même s'il en a 10. Ça l'aidera toujours, ça va lui apprendre justement à hop, là je m'arrête. Voilà. Ensuite, un point aussi essentiel que j'ai pas suffisamment abordé, mais qui a quand même son importance, c'est rester soudé entre parents. Bien sûr. Voilà, il faut que les deux parents aillent dans le même sens. Et sur ce point de vue-là, parce que s'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, l'enfant il va en profiter. L'enfant va en profiter, il voit bien que ça fait partie des failles. Et un enfant aime bien faire travailler les difficultés de ses parents. Donc certes. Voilà, restez soudés en tant que parents. Prenez un temps en tant que parents pour, de temps en temps, comme ça, pour voir si vous êtes raccord, si vous avez les mêmes objectifs, les mêmes attentes, les mêmes désirs, mais que ça soit en tant que parent, en tant que dans la vie de couple, etc. Ça c'est déclinable sur tous les plans. Mais voilà, déjà rester soudés aussi. Donc, il ne faut pas oublier donc de garder un cadre, de garder des limites, s'y tenir. De laisser aussi donc l'enfant faire ses choix, mais dans les limites qu'on aura choisies. Par exemple, tu veux manger une pomme ou une banane ? Il va pas répondre les pépitos. Hein. Donc voilà. Du coup, c'est de montrer justement, on le laisse choisir, mais dans ce qu'on aura choisi nous en tant que parents. Voilà. Et après, beaucoup de patience, de courage et de verbalisation plus. La communication. La communication, oui. Ok. C'est ça. Donc sur ces bons mots, voici pour notre nouveau podcast. Voilà, c'est la fin. On vous remercie pour ceux qui soutiennent la chaîne. Abonnez-vous pour les nouveaux si notre contenu vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Sur Instagram aussi également. Ouais. Donc on vous remercie beaucoup et on vous dit à la prochaine.